et bienvenue dans le podcast 3 minutes pour entreprendre. Je suis Émilie Attard, je suis formatrice consultante en création et développement d'entreprises et j'ai fondé la communauté des entrepreneurs. Alors aujourd'hui pour cet épisode hors série, je reçois Michael Tonceau. Bonjour Michael. Bonjour Émilie. Alors Michael, tu es le fondateur et dirigeant de Cyber Sereno. On va profiter de cet épisode pour que tu nous expliques à la fois ton parcours et puis bien sûr comment fonctionne Cyber Sereno. Alors avant de démarrer, justement, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous parler de toi, de ton aventure entrepreneuriale et puis finalement nous expliquer l'histoire de Cyber Sereno? Bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Alors, j'ai construit mon expérience professionnelle dans le domaine de l'informatique et en particulier dans le web et l'e-commerce, et ça fait une vingtaine d'années que j'exerce. Alors, très tôt au début de mon expérience, en fait, j'ai été immergé dans une culture de cybersécurité, puisque j'étais en vue de résultats de tests d'intrusion sur des applicatifs web d'un groupe industriel pour lequel je travaillais à l'époque. Et j'ai trempé déjà dans une forme d'importance à anticiper toutes les failles techniques pour éviter de laisser les espaces ouverts aux hackers. Alors c'était il y a une vingtaine d'années, c'était une époque bien plus tranquille qu'aujourd'hui, il n'y avait pas toute cette agitation, tous ces coups de chaud en ligne qu'on connaît aujourd'hui avec les cyberattaques. Sur mon expérience beaucoup plus récente, je me suis appuyé sur ces connaissances que j'ai accumulées pour gérer et protéger une activité e-commerce sur un périmètre européen. Et depuis 2015, nous avons vu en fait les menaces cyber clairement s'amplifier avec une démultiplication des tentatives d'accès malveillants que nous avons vu monter d'année en année à travers les outils de supervision qu'on avait en interne. Et du coup, face à ça, on s'est dit, si on veut garder une longueur d'avance, on a dû travailler avec mon équipe à tester des nouvelles solutions, à les identifier, à les comparer et à finalement trouver celles qui étaient plus efficaces que d'autres. Ça, c'est un premier volet, parce que par ailleurs, en fait, j'ai pu constater ces dernières années que les TPE, les PME et même les indépendants, ils n'étaient pas forcément bien protégés et puis ils pouvaient être de plus en plus concernés par les cyberattaques et les demandes de rançon. Et puis ça, pour plein de raisons qu'on va peut-être développer plus tard. Et en décortiquant les séquences d'attaques, je me suis rendu compte que souvent, ces attaques pouvaient être empêchées simplement grâce à des solutions ou des bonnes pratiques qui pouvaient être mises en place. Et c'est à partir de là que j'ai commencé de prendre à cœur, alors justement, mon projet d'entreprise que je concrétise aujourd'hui sous le nom de Cyber Sereno. Alors Michael, quand tu en parles, là, ça a l'air vraiment simple en fait. Il y a des attaques, il y a des gens pour protéger, c'est toi. Mais tu vois, pour une novice comme moi, qui comprend les enjeux de la cybersécurité, mais qui ne pratique pas forcément au quotidien, est-ce que tu peux m'expliquer ce que propose finalement Cyber Sereno pour rendre les choses plus simples pour les entreprises? D'accord. Alors, Cyber Sereno, c'est identifier les failles de manière efficace, concrète et adaptée à chaque organisation. Sachant que moi, je cible particulièrement les petites structures. C'est quoi une petite structure pour qu'on comprenne bien? Petite structure, ça va de l'indépendance, c'est-à-dire que la personne qui est seule, jusqu'à une entreprise d'une taille de 25-30 personnes. Ok. Donc Cyber Sereno, c'est aussi résoudre ces failles, parce que c'est bien beau de les identifier, mais c'est mieux de les corriger. Et du coup, c'est avec cette démarche-là que ça permet d'augmenter le niveau de cyberprotection. Globalement, je contribue aussi à sensibiliser sur les bonnes pratiques, dans un état d'esprit proactif et pragmatique. Et je suis assez calé, on va dire, pour anticiper les risques et faire de la prévention en général. Donc on est d'accord que tu n'interviens pas seulement après les dégâts, et que ton objectif, c'est vraiment d'intervenir bien avant pour éviter justement une crise. En amont. Et d'ailleurs, ma vocation, et j'espère, mon objectif, c'est de passer la majeure partie du mon temps finalement à anticiper ces problèmes et intervenir en amont plutôt que de jouer au cyberpompier finalement lorsque le pire arrive. Alors, on parle de cybersécurité. Peut-être que pour les personnes qui nous écoutent, c'est peut-être pas un terme hyper bien défini. Est-ce que tu peux nous expliquer en théorie et en pratique ce que c'est que la cybersécurité? Alors oui, si on veut rester sur le côté théorique, alors là ça va pas être très réjouissant, mais disons que oui, si je vous sens la définition, c'est la cybersécurité finalement c'est un ensemble de pratiques qui consiste à protéger à la fois ses données numériques, ses systèmes informatiques, ses réseaux, ses applications et plus généralement toutes les activités qu'on effectue en ligne. Ok, c'est plutôt clair. Et sur le terrain, finalement, ça se passe comment? Et alors sur le terrain, c'est un peu plus subtil que ça, puisque de mon point de vue, il y a un énorme paradoxe humain sur la cybersécurité.
Parce que tout le monde voit bien les dégâts des cyberattaques. C'est en train de se passer, c'est subi, c'est inacceptable, il faut faire quelque chose pour empêcher de nuire. Mais en réalité, c'est un peu l'affaire de tous. Et pour changer ça, c'est un peu à chacun de s'adapter à des nouvelles pratiques. Mais chacun rentre dans une forme de déni, une forme d'inaction et avec une tendance à minimiser les risques. Parce que effectivement, ils ne viendront pas forcément vers moi, c'est un peu ce qu'on se dit. Ah ouais, on se dire que les entrepreneurs ne se sentent pas forcément concernés par ce risque-là. Tout à fait, et en particulier les entrepreneurs d'une taille dont la taille d'activité est un peu plus modeste que les grands groupes qui, eux, ont pris un peu cher, on va dire, ces dernières années, et qui ont fait le nécessaire pour se protéger. Et en fait, c'est là que ça coince, c'est cette forme de déni d'inaction où en fait actuellement on veut bien que les cyberattaques soient empêchées, mais il ne faut surtout pas faire autrement à son niveau, tant qu'on n'est pas directement concerné. Le problème, c'est que lorsqu'on est une victime d'une cyberattaque, c'est déjà trop tard. En fait. Ouais, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Toi, tu interviens vraiment dans la prévention parce qu'effectivement, une fois que c'est fait, c'est fait. Après, il faut à la fois essayer de trouver une solution aux dégâts qui sont causés, mais l'attaque, quand elle est là, quoi. Exactement. Alors, on a parlé de cybersécurité. Je crois qu'on a à peu près compris, même très bien compris, et tu l'as bien expliqué. Finalement, dans ces attaques, mais qu'est-ce qui pousse les attaquants à venir perturber la vie de l'entreprise avec une attaque parfois majeure? Qu'est-ce qu'ils cherchent finalement? Alors en fait, leurs motivations, elles sont essentiellement financières. Les attaquants, ils vont surtout venir chercher vos données clients, vos coordonnées bancaires, vos adresses. Ils vont venir chercher de la connaissance sur vos fournisseurs, vos partenaires, enfin voilà, tout un tas d'informations sur votre activité. Alors ok, mais moi concrètement, si je subis une cyberattaque et qu'on me vole, je sais pas, par exemple la liste de mes clients ou de mes fournisseurs, enfin, concrètement, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Quel est le risque pour moi? Enfin, j'ai du mal à comprendre, et peut-être que ce sera un peu le cas pour nos auditeurs. Quel est le risque à se faire voler, par exemple, les contacts de nos fournisseurs? En fait, les hackers, ils ont compris plusieurs choses. C'est que les données professionnelles et personnelles, elles ont de la valeur. Okay. Et ils ont bien compris que sans les outils numériques, aujourd'hui, les entreprises, elles ont bien du mal à fonctionner. Et du coup, ils prennent en otage les données, ils prennent en otage les outils de l'entreprise en promettant de rendre leur fonctionnement en échange d'une rançon. Et c'est cette fameuse rançon finalement qui vient les rémunérer. Ok, en fait, ils ne font pas que bloquer... En fait, ils ne font pas que voler les données, ils les bloquent, ce qui du coup va m'empêcher de concrètement travailler, de recontacter derrière mes fournisseurs ou mes clients. Exactement. Ok. Et du coup, voilà, ils me disent... concrètement, si tu veux qu'on libère ton entreprise et tes données, il va falloir payer une rançon. Okay. Exactement. Après, il y a un autre modèle que les hackers utilisent qui est beaucoup moins connu, c'est qu'en fait, sans même que l'entreprise ne le sache, ils peuvent venir voler vos données et ensuite les revendre sur un marché noir de l'Internet en quelque sorte. D'accord. Donc ils le revendent à d'autres hackers et ces hackers, en fait, ils se servent de ces informations pour construire des messages qui vont être de plus en plus personnalisés. Alors c'est un petit peu ce qu'on commence de voir à travers du phishing beaucoup plus précis, construit et contextualisé vraiment à la vie de l'entreprise, quoi. Ok, donc ça veut dire que potentiellement mes données ont été stockées quelque part et que voilà, à un moment donné, il y a des hackers qui sont venus les récupérer pour les revendre à d'autres entreprises pas très bien intentionnées du coup. Tout à fait, toujours. Ok. Ça représente quoi ce marché-là? Parce que là, tu nous parles de rançon. Finalement, il y a une donnée financière qui est importante. Est-ce que tu as des chiffres par rapport à ça? Alors oui, j'ai quelques chiffres. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marché de la cybercriminalité en 2022 au niveau de la mondiale, ça représente 6 000 milliards d'euros. Alors bon, c'est pas forcément très parlant, surtout qu'en plus c'est des chiffres qui sont colossaux, qui dépassent un petit peu le... Oui, on a du mal à se rendre compte que ça fait 6 000 milliards d'euros, quoi. C'est ça. À titre de comparaison, si on regarde un petit peu du côté du trafic de drogue, le trafic de drogue c'est 250 milliards d'euros. Seulement relativement par rapport à la cybercriminalité, oui. Donc en fait, grosso modo, la cybercriminalité, c'est 24 fois le trafic de drogue. Okay. Donc c'est quand même assez et c'est quelque chose qui évolue, j'imagine? Alors c'est effectivement, et ça a tendance malheureusement à augmenter, c'est-à-dire que grosso modo, c'est constaté sur ces dernières années, à chaque fois, c'est plus 15% chaque année. Donc c'est une activité qui reste assez lucrative pour les personnes malveillantes. Et du coup, c'est un cercle sans fin, j'ai envie de dire, parce que plus c'est lucratif, plus on
on a des cyberattaques, plus on a des cyberattaques, plus c'est Exactement. lucratif, donc C'est une c'est spirale. enfin. Alors on en a un petit peu parlé, mais est-ce que tu peux me préciser? Moi j'aime bien avoir des chiffres pour vraiment se rendre compte de la situation, mais les cyberattaques, ça concerne toutes les tailles d'entreprise? Alors en fait, oui, on entend surtout parler par la presse des cyberattaques qui paralysent à la fois les administrations publiques, les hôpitaux. Après les administrations, ce qu'il faut savoir, c'est que d'après les chiffres de l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information en France, donc en 2022, les administrations publiques représentent 23% de l'ensemble des cyberattaques. Les hôpitaux, finalement, seulement 10%, alors qu'on entend beaucoup parler. Et en fait, la part des TPE, PME, c'est une part qui représente à elle 40%. Ah ouais. Donc finalement, on a une part ici qui est assez importante, dont on n'entend pas forcément pas trop parler, parce que c'est effectivement ces attaques-là ne sont pas forcément aussi bien médiatisées que ce qui se passe au niveau des administrations publiques. Et là, on parle que du monde de l'entreprise, parce que finalement, un particulier peut être aussi victime d'une cyberattaque. Tout à fait, tout à fait. Après, bon, les particuliers sont un peu moins touchés par les rançons, mais par contre, les particuliers seront davantage touchés par tout ce qui est arnaque, vol d'informations, vol de compte, phishing, etc. Alors finalement, pourquoi on parle plus des grandes entreprises que des petites? En fait, les hackers, ils ont commencé par cibler plutôt les grandes, parce que c'était effectivement là qu'il y avait le plus d'enjeux et le plus de facilité à récupérer des sommes importantes. Ouais. Mais ces dernières années, face à ce fléau, finalement, ces grandes entreprises, elles ont réagi, elles ont renforcé leur cyberprotection. Et du coup, les hackers les plus novices, qui représentent quand même, il faut reconnaître, la majorité, ils ont davantage de mal à s'y infiltrer. Alors ce qui se passe, c'est comme c'est de plus en plus difficile pour rentrer dans les grandes, qu'est-ce que font les hackers? Ils évoluent, ils ont une tendance, et du coup, ils vont là où c'est plus simple. Et du coup, les menaces ont tendance à glisser vers des structures qui sont plus petites. Et finalement, ça tombe bien pour eux, parce que tout ce qui est TPE, PME, indépendants, en fait, il y en a beaucoup plus finalement. Et ils sont bien moins préparés aussi. Et ils sont du coup moins bien préparés, ça reste plus facile du coup pour eux de rentrer, et même si finalement ils gagnent, la rançon est plus petite pour ces structures-là, ils s'y retrouvent sur le volume, parce que comme il y a beaucoup plus d'entreprises, ils arrivent à retrouver à s'y retrouver. Ouais, financièrement, ça reste quand même très rentable pour eux, quoi, c'est ça? Ça reste très rentable, tout à fait. Est-ce que tu as des exemples de cyberattaques pour qu'on puisse se rendre compte un peu de ce que ça peut donner dans la réalité? Alors, dans la réalité, oui, j'ai l'exemple c'est un ensemble de cabinets dentaires du côté de Bordeaux Ouais. qui s'est fait hacker, c'était il y a à peu près 1 an et demi. Donc je prends cet exemple parce que c'était justement un des rares cas médiatisés où c'était plutôt une petite organisation comme des TPE-PME qui ont été concernés. Et en fait, soudainement, du jour au lendemain, ils ont eu plus aucune trace de leur rendez-vous. Donc c'est un peu gênant quand même. Plus de traces des règlements qui soient faits ou qui restent à faire. Ils ne pouvaient plus faire de remboursement. Tout ce qui est historique patient, il n'y avait plus rien. Ils n'avaient plus de traces des radios. Enfin voilà, c'est vraiment le retour du papier-crayon, grosso modo. Ouais, donc c'est en fait, clairement, c'est l'arrêt total de l'activité. Arrêt total de l'activité, et c'est vraiment très choquant. Dans le sens où, en fait, il fallait quand même gérer les clients parce que eux, ils n'avaient pas oublié qu'ils avaient rendez-vous. C'est ça. Et du coup, face à la désorganisation, ils avaient tendance à s'impatienter. Ce qui a provoqué des journées à rallonge pour les médecins, pour des journées encore plus stressantes que l'habitude. Donc c'est un vrai traumatisme pour l'équipe, et toute l'équipe d'ailleurs, parce que ça ne concernait pas forcément que les médecins ou les dentistes, ça concernait aussi les secrétaires, les assistantes. Et sur ce cas-là, en fait, la rançon qui était réclamée était d'un montant de l'ordre de 15 000 €, je crois, de mémoire. Et alors c'est un très mauvais exemple, parce qu'en fait, pour reprendre leur activité, là, ils ont dû payer la rançon, ce qu'il faut normalement surtout pas faire. Ah ouais. Parce que il faut quand même avouer que c'est un peu tentant, quoi. C'est un peu tentant, mais disons que c'est vraiment, c'est même pas forcément un dernier recours, parce que c'est là où ça montre l'importance en fait de mettre en place un minimum de choses en amont pour pouvoir redémarrer au cas où il se passe ce genre de choses. Ouais. Qu'on soit pas obligé de payer pour récupérer ces données, quoi. Exactement, sachant qu'en plus, même en payant, il n'y a aucune garantie que les hackers y rendent les données, puisqu'en fait, aujourd'hui, c'est factuel, il y a des chiffres qui sont établis. Dans près d'un cas sur deux, les attaquants, ils ne remettent pas à disposition ce qu'ils ont piraté. Ils encaissent et ils disparaissent. Ils encaissent, ils disparaissent. Et pire, et dans le cas où, sur la moitié en tout cas, où les hackers ils rendent les données, en fait, accrochez-vous, les entreprises, dans 80% des cas,
et ben, les hackers, ils reviennent une seconde fois et ils refrappent. Parce que bon, ils ont payé une fois, pourquoi ils ne paieraient pas une seconde oui. fois finalement? Ouais, c'est un peu le jackpot pour eux, quoi. C'est le jackpot. Ils disent si ça a marché une fois, ça peut marcher 10 fois. En quelque sorte, oui. C'est pour ça que c'est surtout important de régler le problème de fond finalement. Et d'autant plus que l'exemple que tu nous donnes avec ce cabinet médical, il y a un risque sanitaire derrière de ces données-là qui sont dans la nature, un risque pour les patients qui peuvent être mal pris en charge parce qu'on n'a plus accès à leur dossier médical. Effectivement, là, on touche vraiment à des domaines sensibles. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. En termes d'attaque, quelle est l'attaque la plus insolite que tu connaisses? Alors, l'attaque la plus insolite, ça concernerait la prise de contrôle d'une ceinture de chasteté. Ah oui, effectivement. Qui était connectée. Alors, c'est une ceinture pour hommes, je précise. Hein, ok. Voilà, donc, et c'était il y a quelques années, je ne saurais plus exactement, je crois que c'était il y a 2 ans à peu près. L'attaquant était parvenu à utiliser une faille de cet objet connecté où il avait pu prendre la main et du coup il pouvait activer à distance l'ouverture et la fermeture de la fameuse ceinture. Bon, la victime finalement s'en est pas trop mal sortie parce qu'au moment où ça s'est passé, elle portait pas la ceinture, donc du coup... donc le chantage était moindre quand même. C'est ça. C'est quoi finalement les conséquences d'une cyberattaque? Si tu peux nous résumer ça. Alors concrètement, lors d'une cyberattaque, et en particulier pour les rançons, toutes vos données sont inaccessibles, vous ne pouvez plus vous connecter à vos outils habituels, et toute l'activité de l'entreprise est finalement stoppée, et ça de manière très brutale. Donc ce qu'il faut savoir, et ce qu'il faut vraiment arriver à comprendre, c'est que le retour à la normale, en moyenne, il se fait sous 26 jours pour une TPE-PME. Donc c'est comme si on mettait, pas la clé sous la porte, mais qu'on fermait l'entreprise pendant 26 jours, zéro activité, on peut rien faire, voilà. Exactement, okay. Parce qu'en fait, pendant tout ce temps-là, il est nécessaire de remettre en place l'organisation qui était là auparavant. Il faut réinstaller du nouveau matériel, il faut réinstaller dessus les nouveaux logiciels. Ouais. Il faut retrouver les données perdues, on traverse une phase de chômage technique, il y a toute une gestion de crise finalement à faire au niveau de la communication, au niveau des aspects juridiques. Ça, assez rapidement, ça se voit vis-à-vis des clients, des partenaires, donc il y a une perte de confiance et d'image qui est en jeu également aussi. Donc il y a l'impact psychologique sur le collaborateur, et puis après, si l'activité arrive à se remettre en marche, il faut récupérer tout le retard qui a été pris pendant tous ces jours-là. Là, tel que tu me décris, ça me fait penser un peu à un incendie finalement qui vient tout ravager, et puis il faut tout repartir à zéro. C'est exactement ça. Ok. Est-ce que tu as des chiffres, un chiffre à nous donner de ce que ça peut représenter en termes de chiffre d'affaires, une cyberattaque? Alors oui, il y a des assurances qui communiquent sur des indicateurs. Donc pour tout ce qui concerne TPE, PME qui en sont victimes, ce qui est constaté, c'est une perte de chiffre d'affaires de moins 27% quand même. Ouais, c'est énorme. Et pour 60% des entreprises victimes, c'est la fermeture de l'entreprise dans les 18 mois qui suivent. Donc les enjeux sont quand même assez importants. C'est énorme. Du coup, toi, donc c'est l'objet de Cyber Sereno. Tu as fondé cette entreprise pour justement, on l'a dit en introduction du podcast, prévenir ce risque de cyberattaque. Comment une entreprise peut se protéger? Est-ce que d'abord elle le peut? Et comment elle peut se protéger d'un risque cyber? Et quelles solutions, toi, tu peux proposer? Alors oui, il y a des possibilités. En fait, cyberprotéger son entreprise, c'est un peu comme protéger son habitation. Je vais essayer de faire un petit peu le parallèle, parce qu'en fait, si on regarde au niveau des intrusions qu'on peut connaître aussi, au niveau de notre propre habitation, c'est un peu la même chose dans le domaine de la cybersécurité. Parce que quand on est chez nous, dans la maison, on ferme toutes ses portes et les fenêtres quand on s'absente, par exemple. Ouais. En cybersécurité, c'est pareil. On paramètre bien son pare-feu informatique et on ne laisse pas des chemins ouverts pour que les hackers y rentrent. Dans l'habitation, on évite que l'intérieur soit trop en vue de l'extérieur. Cybersécurité, c'est pareil. On fait en sorte que ces données ne soient pas trop disponibles auprès de personnes qui n'en ont pas forcément l'intérêt. À la maison, on a une bonne serrure à clé. En cybersécurité, on utilise un mot de password et puis ce qui est encore mieux, c'est d'y mettre une petite double authentification. À la maison, on ne cache pas la clé sous le paillasson. Ah bon? Mince. Et en cybersécurité, du coup, on ne laisse pas son mot de passe sur un post-it. Oui, effectivement. Quand on est chez soi également, on fait régulièrement le ménage et on fait des petits travaux de rénovation. En cybersécurité, en informatique, c'est pareil. On fait régulièrement des mises à jour de ses logiciels et de son matériel. À la maison, il y en a qui ont un système d'alarme. Et en cybersécurité, certains ils ont des systèmes d'alerte qui permettent de détecter les actes malveillants. Et puis à la maison aussi, on peut disposer d'une assurance finalement, mais l'assurance, elle rentre en jeu uniquement à partir du moment où on respecte un minimum de bonnes pratiques, un minimum de bon sens finalement. C'est sûr.
Et en cybersécurité, c'est pareil, il y a des assurances qui existent, mais finalement, ces assurances, elles n'ont de sens qu'à partir du moment où on fait un minimum de choses pour se protéger. Alors, j'aime beaucoup cette analogie que tu fais entre la sécurité de l'habitation et la cybersécurité. Ça permet vraiment de se rendre compte de choses qu'on ne ferait pas en fait pour notre habitation et qu'on fait malgré tout pour notre entreprise. C'est exactement ça. Donc c'est un petit peu effrayant quelque part. C'est effrayant, après je pense voilà, il faut laisser le temps un petit peu aux gens de s'habituer à ça, parce que finalement on est habitué au vol depuis maintenant des décennies, parce que c'est quelque chose qui existe depuis, j'allais dire, la nuit des temps. Ouais. Et c'est vrai que sur le côté cyber, ça reste un peu plus nouveau, on va dire, dans ce domaine-là, et les habitudes ne sont pas encore ancrées. Mais en même temps, c'est un peu rassurant quand même parce que comment dire, les conseils que tu nous as donnés en matière de cybersécurité, hein, notamment sur les mots de passe, comment dire, la mise à jour des logiciels et du matériel, ça reste quand même des choses très accessibles Tout à fait. qu'il faut connaître, mais qui sont faciles à mettre en place. Qui sont très accessibles, faciles à mettre en place et qui sont sur le terrain en fait pas suffisamment réalisées. Donc l'idée c'est quoi? C'est de faire tout ce que tu nous as dit. Si on fait tout ce que tu nous conseilles de faire, ça veut dire qu'il n'y aura plus de cyberattaques? J'imagine que non. Alors pas forcément, en fait l'objectif en fait c'est de sécuriser, plus vous mettez en place d'éléments de sécurité, plus vous allez dissuader et éviter que des malfaiteurs y rentrent finalement, que ce soit dans votre logement ou dans la partie informatique ou cyber de votre entreprise. Donc plus la tâche sera rendue difficile pour les voleurs, plus ils iront là où c'est facile de rentrer finalement. Et du coup, quand un hacker souhaite s'attaquer à une entreprise, est-ce qu'il fait un petit état des lieux avant pour savoir si c'est facile d'entrer dans l'entreprise ou pas? Alors oui, il fait un état des lieux et effectivement, pour que plus c'est simple pour lui, plus... Plus il va y aller tranquillement, quoi. Ouais, c'est ça. Mickaël, il y a une question que je me pose depuis le début du podcast. Une cyberattaque, ça ne se passe que via un poste informatique et du coup via l'employé qui est derrière. Comment un hacker peut rentrer finalement dans l'entreprise? Alors oui, c'est bien connu, il y a une phrase bien connue qui existe, c'est le principal problème se trouve entre la chaise et le clavier. Donc, Ok, je c'est situe. effectivement l'utilisateur. Ok. Après, je suis très mitigé sur cette phrase parce que j'aime pas trop la formule d'ailleurs, parce que ça a trop tendance à mettre sur le dos des utilisateurs finalement une forme de responsabilité là-dessus. Et ça laisse à penser qu'il n'y a rien à faire d'autre contre les attaques, alors qu'en fait c'est totalement faux. Alors évidemment, en fait, l'utilisateur et l'erreur humaine jouent un rôle quand même qui n'est pas négligeable dans ces problématiques. Et le constat, il est même appuyé par un autre, donc c'est que 90% des cyberattaques sont initiées par un email frauduleux. Mais par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est beaucoup plus subtil que ça. Et j'affirme quelque chose, c'est que l'email et l'utilisateur ne sont pas à eux seuls les éléments responsables des cyberattaques. C'est-à-dire? En fait, très souvent, ce sont plusieurs failles, à la fois humaines et techniques, qui vont venir se cumuler et qui vont permettre aux attaquants d'arriver à leur fin. Ok. Par exemple, si tu prends l'exemple de l'application de gestion de mots de passe. Alors effectivement, il y a une application de gestion de mots de passe qui a été piratée il y a quelques mois. Et en fait, c'est une très bonne illustration de ça, parce que c'était une entreprise qui finalement a fait quelques petites erreurs, ou dans le sens où une personne, un collaborateur de l'entreprise, a fait une boulette. Donc oui, certes, il a cliqué sur un moment donné sur un email où il ne fallait pas. Mais derrière le clic dangereux, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que premièrement, il a utilisé son ordinateur personnel, sur lequel il pouvait avoir accès à des données professionnelles depuis. Ah ouais, ok. Et cet ordinateur personnel, il se trouve qu'il avait une application multimédia qu'il utilisait vraiment uniquement à titre personnel pour du divertissement, mais qui n'était pas à jour. Et cette mise à jour qui n'était pas effectuée a ouvert une faille au hacker qui a su l'utiliser pour y installer un petit logiciel espion pour récupérer son mot de passe. Et c'est ainsi que ils ont pu récupérer okay. les données professionnelles. En fait, des fois, ça ne tient à pas grand-chose. Donc, effectivement, il peut y avoir l'erreur humaine. Mais ce que je veux mettre en évidence, c'est que si la personne avait mis à jour son application, le hacker, il n'aurait pas pu prendre ce chemin. Et du coup, ça se trouve, il n'aurait jamais pu arriver jusqu'aux informations qu'il a pu accéder au niveau professionnel. Alors, tu nous parles de l'importance de faire les mises à jour des logiciels qu'on utilise. Pourquoi, en fait En fait, il y a tout un tas de failles qui existent sur des logiciels, c'est identifié assez régulièrement. Et si ces mises à jour ne sont pas effectuées, du coup, les failles restent ouvertes pour les hackers. Okay. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les failles de toutes les applications sont publiques. Et du coup, les hackers ils savent bien s'en servir pour justement aller appuyer là où ça fait mal.
Donc ils vont venir scanner sur l'ensemble du réseau Internet finalement pour voir finalement là où ça répond, pour dire tiens, la faille n'est pas corrigée, et du coup ils vont aller voir derrière s'ils peuvent en tirer quelque chose. Donc finalement, les éditeurs même de logiciels ont un énorme rôle à jouer sur la cybersécurité. Ils ont un énorme rôle à jouer dans la correction des failles qui sont Ouais. identifiées. Ouais. Et dans leur communication, il y a aussi côté utilisateur et côté entreprise, c'est hyper important d'arriver à suivre ces corrections de failles pour ne pas être directement concerné par les hackers. Est-ce que tu peux nous parler aussi dans la même lignée de tout ce qui est pare-feu, antivirus? Alors oui, je prends un exemple, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'entreprises, la plupart d'entre elles, c'est pas encore le cas de toutes, mais en fait, effectivement, beaucoup de petites entreprises disposent d'un équipement pare-feu, firewall et antivirus. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, disposer de ces équipements, c'est absolument pas du tout suffisant pour se protéger. Alors déjà parce que les antivirus classiques tels qu'ils fonctionnent, en fait, ils ne fonctionnent qu'à partir du moment où ils ont identifié le virus comme étant connu chez eux. Et en fait, tout Et ce qui qui est fait partie de leur base de données, en fait fait. partie de la base de données, Ok. effectivement, et tout ce qui est ransomware, en fait, comme il y en a énormément qui sont créés très rapidement et assez Ouais. régulièrement, en fait, le temps qu'il soit pris en compte par les antivirus, c'est déjà Ok. trop tard. Le ransomware a fait son job. Il et faudrait limite, ça passe que à l'eau. les antivirus se mettent à jour en continu. On continue de manière plus réactive, mais en fait, c'est très difficile de reprendre le coup d'avance là-dessus parce que les ransomware, la Ouais. création des ransomware est beaucoup plus rapide, Plus rapide. et plus réactive. Et le pare-feu? Donc ça, c'est le premier point, effectivement. Alors après, le pare-feu, c'est bien d'en avoir un. Par contre, c'est quand même beaucoup mieux quand il est bien configuré. Et en fait, sur le terrain, c'est rarement le cas. Alors, dit autrement, en fait, un pare-feu qui est mal configuré peut laisser s'introduire les hackers assez facilement. Et là, il n'y a pas forcément besoin de Jean-Michel de la Compta pour cliquer dans un email, quoi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. En résumé, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a une partie sensibilisation aussi qui vient s'ajouter à tout ça? Il y a une partie sensibilisation qui peut venir s'ajouter. Et après, pour tout ce qui est antivirus, il y a des outils supplémentaires qui peuvent venir s'ajouter sur les postes de travail pour identifier des signaux faibles sur ce qui se passe directement sur le poste, quand il y a un ransomware notamment. Et après, au niveau des pare-feux aussi, ce qui est intéressant, c'est de faire vérifier ces configurations par quelqu'un d'extérieur finalement à l'entreprise, pour s'assurer qu'il n'y a pas de chemin ouvert pour les hackers. Alors, on a parlé des postes informatiques, de l'utilisateur, finalement, du poste informatique. Au sein de la communauté des entrepreneurs, on a pas mal d'entrepreneurs qui ont une activité 100% digitale, et même ceux qui ne sont pas dans le 100% digital ont quasiment tous un site internet. Est-ce que le site internet peut être une clé d'entrée aussi à une cyberattaque? Alors oui, bien sûr, les sites internet sont également concernés par certains types de cyberattaques. Il y a essentiellement deux parties en fait. Les hackers, ils vont chercher à vouloir récupérer des données qui se trouvent sur le web, donc sur le site de l'entreprise. Donc si ces données sont mal protégées, Tout ce qui est compte utilisateur sur mon site tout ce qui est internet, compte ces choses-là. utilisateur, et même aussi, alors je ne vais pas trop rentrer dans la technique, mais en fait, il peut y avoir des failles de développement, de codage en fait, qui peuvent Ok. être effectuées sur le site, qui font que les hackers, ils peuvent venir récupérer des informations Ok. par ce biais-là. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est aussi un peu plus embêtant, surtout pour les activités e-commerce. C'est que les hackers, ils peuvent rendre totalement indisponible la consultation des sites web. Alors, c'est pas vraiment ils vont pas venir vraiment récupérer des données. Par contre, ils vont perturber l'accès en créant une surcharge avec un très grand nombre d'accès simultanés qui vont saturer les équipements informatiques qui gèrent le site web. Donc en gros, c'est comme si vous étiez sur l'autoroute, mais l'autoroute, il y a un énorme bouchon, et puis vous êtes à l'arrêt et il se passe plus Il ne rien. se passe plus rien. Alors maintenant qu'on a bien peur des cyberattaques, parce que moi tu m'as un petit peu fait flipper, comment ça se passe si je subis une attaque? Je dois réagir comment? Je fais quoi? Je panique, je pleure, ça j'ai compris. Et une fois que je suis après cette phase de choc, il se passe quoi? Alors la première chose à faire, on n'a pas forcément de réflexe, mais il faut débrancher physiquement le câble réseau des postes informatiques qui sont concernés. Ok. Et il y a aussi une chose qu'il faut faire, qu'il faut suivre, c'est qu'il ne faut surtout pas arrêter les postes concernés, il faut les laisser tels qu'ils sont, sans les redémarrer, parce qu'en fait, il y a tout un tas de traces qui sont utiles à l'analyse derrière. Donc il faut couper l'Internet complètement de l'entreprise, parce qu'il peut y avoir également d'autres postes qui ne sont peut-être pas encore infectés, mais qui sont en train de se faire. Donc le fait de couper, ça peut éviter d'avoir des fuites de données qui se rajoutent. On l'a évoqué tout à l'heure, il ne faut pas payer la rançon. Ok. Il faut commencer de mobiliser les personnes qui s'occupent de la restauration des données.
Donc ça, ce sont des choses qu'il fallait anticiper de toute façon, on est S'il faut d'accord. l'anticiper, Ouais. donc déjà, c'est d'avoir fait une sauvegarde qui soit efficace, parce qu'en plus, toutes les sauvegardes ne sont pas forcément efficaces contre les ransomware. Ouais. Donc il faut vraiment avoir avoir les bons outils, les bonnes options là-dessus. Très souvent, en fait, c'est important de mettre en place une cellule de crise avec les bons interlocuteurs, qu'ils soient internes ou externes d'ailleurs, parce qu'en fait, il ne faut pas hésiter à faire intervenir services juridiques, DPO, des experts cyber. Enfin voilà, l'objectif, c'est vraiment d'amorcer, de se mettre en action le plus rapidement possible pour éviter de perdre du temps. Et d'ailleurs, c'est quand même mieux d'avoir ce plan d'action prêt à l'avance, c'est-à-dire que de l'anticiper là aussi. Comme un plan de secours en cas de, encore une fois, l'analogie d'incendie ou de quoi que ce soit, on sait ce qu'il faut faire, quoi. Exactement. Ok. Et j'ai quand même le droit d'être choquée ou pas? Oui, il y a c'est une phase de choc qui se fait à tout niveau parce que voilà, on traverse des phases de chômage technique pour les Ouais. collaborateurs. Les dirigeants, c'est vraiment là aussi, ils prennent conscience que potentiellement leur entreprise peut ne pas redémarrer. Donc c'est d'où l'importance d'avoir un minimum d'anticipation et de préparation à ces risques. Et je rappelle qu'en moyenne, il faut quand même 26 jours pour un retour à la normale. Donc c'est quand même plutôt énorme. Et en dehors des personnes internes à mon entreprise, en dehors de mes collaborateurs, enfin, je dois parler de cette cyberattaque à qui? Alors, c'est assez délicat et c'est vrai qu'il y a un côté honteux, en fait, finalement, surtout dans le monde privé. Donc, on n'aime pas forcément trop faire savoir qu'on s'est fait pirater. On culpabilise, quoi. On se On dit on ne s'est pas culpabilise, on n'a protégé. pas fait ce qu'il faut, Ouais. on s'est pas protégé, voilà. Bon, le truc, c'est que finalement, ça finit toujours par se voir assez rapidement parce que quand vous pouvez plus échanger avec vos clients, vos fournisseurs, vos partenaires, à un moment donné, voilà, eux-mêmes, ils vont se poser des questions, ils vont chercher à se rapprocher de vous. Donc, de toute façon, ça sert à rien de le cacher. Et il ne faut pas hésiter à travailler avec son service juridique pour voir la pertinence. Après, voilà, il y a tout ce qui est dépôt de plainte. Potentiellement, il y a une déclaration auprès de la CNIL qu'il faut faire s'il y a une fuite d'informations. Enfin, il faut se faire aider. Au quotidien, parce que ton objectif est quand même clair, c'est d'éviter la cyberattaque. Oui. Qu'est-ce que je peux faire finalement, quelques petites habitudes que je peux mettre en place moi en tant qu'entrepreneur et pour les membres de la communauté des entrepreneurs pour facilement commencer à me protéger? Alors, c'est important de commencer par la base, puis d'avoir quelques réflexes d'hygiène numérique. D'hygiène numérique. Hygiène numérique, oui. J'adore le terme, effectivement. On pense à se laver les mains, mais on ne pense pas forcément à protéger son ordinateur. Il faut soigner son ordinateur comme on Ok. soigne nous-mêmes, c'est important. Alors, la première petite habitude, par exemple, c'est assez peu respecté sur le terrain, mais c'est important de séparer physiquement en fait, les usages qu'on fait du numérique entre le côté pro et le côté perso. Ok. D'ailleurs, on l'a vu sur l'exemple tout à l'heure là, de l'outil de gestion de mot de passe, c'est quelque chose qui n'était pas forcément très respecté, et ça a contribué justement à avoir un souci derrière. Donc cloisonner ces données, par ce biais-là, c'est faire en sorte que finalement les données professionnelles ne soient pas impactées si par exemple un programme malveillant se déclenche alors qu'on est en train de consommer un contenu divertissant, mais plus sur un côté personnel finalement. À minima, il ne faut pas hésiter à séparer aussi ces comptes de connexion en ligne entre le pro et le perso. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs assez bien finalement pour le téléphone, parce qu'on a plutôt cette habitude, c'est d'avoir un numéro de téléphone professionnel différent du numéro de téléphone personnel. En fait, pour ces usages numériques et ces comptes en ligne, il faut faire la même chose. Ok. Après, peut-être une deuxième petite habitude, faire ses mises à jour régulièrement. C'est vrai qu'on a tendance, ça peut prendre du temps, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Mais c'est hyper important, mettre à jour son Windows, son macOS, tous ces logiciels qui sont installés sur ces ordinateurs. Et tu veux dire que malgré les rappels des logiciels qui nous envoient des petites notifications, mettre à jour, il y a encore des entreprises qui n'ont pas ce réflexe-là de mise à jour? Oui, et puis en fait, il y a des logiciels aussi qui font qu'ils ne notifient pas forcément quand il y a des mises à jour, donc il faut aller les chercher, Ok, d'une d'accord. part. Et après, il y a aussi une problématique qui est assez embêtante, c'est qu'il y a beaucoup d'éditeurs finalement qui mettent une date qui supportent plus certaines versions anciennes de logiciels. Et à partir du moment où ils ne le supportent plus, ils ne vont pas forcément dire tout le temps, en fait, il n'y a plus de mise à jour. Mais s'il n'y a plus de mise à jour, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de faille. Ouais, on je rentre comprends. dans un jeu, C'est juste qu'il n'y a pas de mise à jour, c'est ça. en fait. Mais il peut toujours y avoir des failles.
Est-ce qu'on peut aborder avec toi, Mickaël, le sujet épineux des mots de passe? Parce que ça, je crois qu'on galère tous hein, avec ces multiples mots de passe qu'on doit enregistrer partout, qui doivent tous être différents, qui doivent comporter 26 caractères, Avec des caractères spéciaux, avec des des caractères chiffres. spéciaux. Moi, je m'en sors plus. Hein, donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Je comprends et ça implique tout le monde. D'ailleurs, moi le premier aussi, c'est pareil. Et c'est très compliqué d'arriver à résumer ça en quelques phrases là, mais ce que je peux inciter les personnes qui nous écoutent, c'est d'essayer plutôt de travailler sur des moyens mnémotechniques pour essayer d'en constituer. Mais ça, c'est propre à chacun à partir d'une phrase par exemple, qu'on se constitue. Voilà, on récupère la première lettre de chaque mot, on alterne minuscules, majuscules, on essaie de remplacer des caractères par des chiffres. Et, et ça permet déjà d'avoir un bon niveau de protection à ce niveau-là, quoi. Ce qui est compliqué par contre, c'est qu'il faut arriver à avoir des mots de passe qui soient différents en fonction des Eh oui, différents c'est comptes ça. d'accès. Donc là, c'est pareil, par des moyens mnémotechniques, c'est possible de rajouter une personnalisation finalement à chaque fois dans le mot de passe pour justement bien différencier ces cas-là. C'est vrai qu'on a tendance à utiliser, on pourrait utiliser le même mot de passe pour plusieurs sites internet, pour plusieurs comptes. Ça, c'est vraiment pas recommandé du tout. C'est pas une bonne idée, pourquoi? Parce que en fait, indépendamment de vous, si le site sur lequel vous avez créé un compte se fait lui-même pirater, et s'il n'a pas pris les bonnes précautions pour protéger vos mots de passe, en fait, les hackers ils vont être en visibilité de ce fameux mot de passe. En fait. Ouais. Et si vous avez le même mot de passe sur des comptes plus critiques, des comptes, je sais pas, le compte de votre Google, le compte de votre Facebook, le compte de votre banque, là c'est problématique parce que du coup le hacker, connaissant le mot de passe qui a été récupéré sur un des services, il va pouvoir chercher à le réutiliser sur d'autres plateformes. Ah oui. Et du coup, Ça ouvre toutes les portes en voilà, fait. ça ouvre toutes les portes d'un coup. J'ai une petite anecdote là-dessus. Il y a quelques semaines en arrière, j'étais dans une papeterie et ils vendaient des petits carnets et il y avait un carnet de mots de passe sur lequel donc tu pouvais noter absolument tous tes mots de passe. J'ai trouvé ça. Alors, je peux comprendre la démarche parce que pour des personnes qui n'ont pas une mémoire incroyable ou qui sont peut-être un petit peu âgées, c'est hyper compliqué de tout retenir. Mais on est d'accord que le carnet de mots de passe ou le post-it, on oublie. On oublie. Ouais, Ok, c'est vraiment même pas du s'il tout ce est que je recommande. caché dans le coffre. Même s'il est caché dans le coffre, c'est. De toute façon, il faut un mot de passe pour le De coffre. toute façon, Donc, voilà, on tombe toujours dans la même problématique, c'est qu'à mon avis, il faut quelque chose pour protéger ce qui a de la valeur. Mais non, c'est pas recommandé d'écrire où que ce soit. ça marche. Michael, toi, l'objectif de Cyber Sereno, c'est vraiment d'agir sur la prévention. Est-ce que tu penses qu'on dispose aujourd'hui d'outils valables pour se protéger? Alors, vu les enjeux et les conséquences qu'on a évoquées juste avant, tout ce qui est préparation, la mise en action vers la sécurisation, c'est vraiment essentiel pour éviter le pire. En fait, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que les tentatives de cyberattaque qui sont les plus nombreuses, en fait, elles sont automatisées. Elles sont automatisées et elles sont non ciblées à une entreprise en particulier. Ça veut dire quoi? Que concrètement, le hacker, il va lancer ça sur le net et puis il se dit, dans la masse, je vais toucher le plus de personnes possible. En quelque sorte, c'est ça. Mais la limite, c'est même pas forcément le hacker. C'est une sorte de robot qui va aller scruter sur Internet là où il va pouvoir trouver des failles. Et c'est seulement une fois que le robot il a trouvé des failles quelque part que là, le hacker, en termes de personnes, il va reprendre la main pour dire là, est-ce que c'est intéressant que je m'y infiltre ou pas? Et c'est pour ça que déjà, si vous parvenez à protéger, à faire en sorte que vous n'êtes pas identifié par ces scans, déjà le hacker, vous allez passer inaperçu par rapport à tout ça et vous allez vraiment vous protéger finalement d'une majorité d'attaques. Donc l'idée c'est ça, c'est d'essayer de passer inaperçu. De passer inaperçu en protégeant ces équipements, ces logiciels, en comblant la majeure partie des failles qui peuvent être identifiées de manière automatique. Parce que du coup, les hackers, leur objectif c'est de passer le moins de temps possible à préparer leurs actions, j'imagine. Et que s'ils doivent personnellement aller attaquer une entreprise, c'est parce qu'il y a un enjeu financier qui va les intéresser. C'est exactement ça en fait. Les hackers, ils fonctionnent un petit peu comme un entrepreneur. Ils vont regarder le retour sur investissement. Alors, je n'accompagne pas les hackers dans la communauté des entrepreneurs, je le précise, mais je comprends la démarche. Tu fais bien. Et donc, du coup, oui, ils vont regarder un petit peu l'intérêt financier. C'est-à-dire qu'en fait, si il y a les programmes de ransomware, ils font ça tout automatiquement. C'est-à-dire qu'ils vont venir chiffrer vos informations. Donc, le hacker, il n'a même pas forcément à passer trop de temps pour venir vous demander une rançon. Donc c'est pour ça que même pour les petites entreprises, ça ne pose pas de souci. Après, si le hacker il a besoin de lui-même
d'aller rentrer dans une structure, de passer son temps, là, il va effectivement plutôt avoir tendance à cibler les entreprises qui ont plus de moyens, où il y a plus d'enjeux pour s'y retrouver au niveau financier. Ouais. Ils ne chercheront pas Faut forcément que à ce passer soit 3 rentable. jours sur une TPE, mais par contre, voilà, le ransomware, il n'a pas besoin de ça, ça se fait tout seul, quoi. Michael, si on fait appel à Cyber Sereno, quel arsenal tu peux mettre en place justement clairement, comment tu travailles quand tu arrives dans une TPE, une PME ou même un indépendant? Qu'est-ce que tu peux mettre en place? Comment tu vas travailler avec lui, avec ses collaborateurs? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Alors, CyberSereno dispose d'une démarche simple et adaptée aux TPE, PME et indépendants, effectivement. Donc, la démarche, c'est d'évaluer votre niveau de protection actuel, mais après, vraiment sans jugement. Puis, de toute façon, il faut avoir conscience que la plupart des entreprises sont loin d'être. On est tous au même niveau, quoi. Enfin, voilà. Donc, Mm. l'idée, c'est vraiment de faire le point. Et à partir de ce point-là, d'identifier précisément quelles sont les différentes failles dans l'organisation, de les prioriser et de voir quelles sont les mesures à mettre en place en fonction du gain de protection et du risque associé. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément aller chercher à forcément tout corriger, il y a peut-être des risques qui seront acceptables par la direction, mais l'important c'est d'en avoir conscience. Alors, c'est important ce que tu dis, ça veut dire que toi tu viens là en prévention, en conseil, en audit, en proposant des solutions. Le chef d'entreprise reste de toute façon le seul maître à bord de son entreprise Complètement, et également en termes de cybersécurité. tout à fait. Donc tu accompagnes toi les entreprises dans la mise en place de recommandations que tu fais et de solutions qui peuvent être intéressantes. Quelles peuvent être ces solutions? Alors, il y a différentes solutions. Je peux accompagner en fait, ces entreprises à vraiment utiliser des solutions de sauvegarde fiables au niveau des données. Une solution de sauvegarde fiable, déjà, elle est censée être déconnectée. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas être touchée et pas être accessible du réseau interne de l'entreprise pour Ouais. qu'un ransomware ne fasse pas de dégâts dessus aussi, parce que les sauvegardes peuvent être concernées. C'est important d'avoir une copie de sauvegarde également en dehors des locaux. Parce qu'en dehors du risque cyber, il y a aussi la problématique du risque d'incendie, tout simplement, Ouais, qui peut avoir lieu et complètement. qui nécessite justement, c'est mieux d'avoir une copie à l'extérieur. Alors je fais une petite précision au passage sur la partie sauvegarde, c'est qu'en fait on peut avoir tendance à se dire oui tiens, pour respecter tous ces critères, on va faire une copie sur le drive, sur un drive Google ou un drive Microsoft. Mais en fait, c'est pas forcément une très bonne idée parce qu'en fait, les drives ne sont absolument pas protégés contre le ransomware. Ah, Donc, c'est inquiétant ce que tu nous dis, hein. Je crois qu'on utilise tous. et c'est pour ça que je le précise. Donc, il y a des outils qui sont un peu plus sophistiqués qui permettent vraiment d'apporter un niveau de protection suffisant Ok. et qui sont pas forcément Beaucoup plus onéreux. Enfin, Ok. voilà, donc ça vaut vraiment la peine de s'y pencher. Ensuite, voilà, pour tout ce qui est mise à jour logiciel, c'est quand même un peu la galère, il faut le reconnaître. Il y a des outils qui existent qui permettent de suivre ça, de superviser ça même à distance. Donc moi, en fait, ça fait partie des éléments que je peux prendre en compte. Et ça me permet de voir dès qu'il y a des failles sur des logiciels que vous utilisez sur vos postes qui sont identifiés par justement cet outil, ça me permet par exemple, de déclencher les installations en arrière-plan. C'est-à-dire que vous n'en rendez même pas forcément compte sur votre ordinateur, ça reste globalement assez transparent. Et ça vous garantit d'avoir d'avoir de vos logiciels à jour et donc avec le moins de failles possible. Après, je peux aussi proposer des éléments pour améliorer l'organisation des données et dans un mode de travail qui est de plus en plus collaboratif en fait de nos Ouais. jours. Donc c'est mettre en place les bons usages sur les partages de documents, se poser des questions sur ce qu'on appelle les principes de moindre privilège au niveau des droits d'accès des informations, tout en permettant quand même de continuer l'activité de fonctionner avec ces partages d'informations. Tu abordes le sujet du mode collaboratif, hein, avec le télétravail. On a démultiplié les outils de travail collaboratif. Oui. En termes de sécurité, ces outils, notamment no-code qu'on utilise, que ce soit Monday, Notion, est-ce que ça reste quand même un petit peu sécurisé ou alors il faut pas se leurrer, ce sont des outils qui sont complètement ouverts et très très faciles d'accès pour un hacker? C'est un très très vaste sujet. Après, ça va dépendre déjà de l'éditeur. Et là, en fait, on n'a pas forcément la main parce que c'est à l'éditeur de prendre toutes les bonnes mesures de sécurité de son Ouais. côté. Alors, nous, en tant qu'utilisateurs, on n'a aucune visibilité là-dessus. Non, il faudrait faire à la limite, il faudrait faire un audit, quoi. Et c'est vrai que c'est des pratiques qui sont pas du tout effectuées d'une part. Après, je pense qu'il faut aussi prendre du recul et se dire que par défaut, il faut quand même avoir un minimum de confiance par rapport à ces outils-là.
Et il faut surtout essayer de s'intéresser à ces outils dès qu'on commence à mettre des données auprès de ces éditeurs, aux moyens de sécurisation qu'ils proposent directement aux utilisateurs. C'est-à-dire que déjà s'assurer qu'ils proposent par exemple une double authentification, qui demande de faire un effort sur la constitution et la force du mot de passe. C'est pas toujours le cas. Hein. C'est même rarement le cas. Et c'est pas toujours le cas, et c'est quand même des signes qui laissent à penser, en tout cas pour ceux qui le proposent, qu'ils accordent une importance finalement à la protection des informations qui sont gérées pour leur Donc on continue à les utiliser, on fait attention aux systèmes qu'ils intègrent eux-mêmes dans leurs outils, dans leurs plateformes, mais on reste quand même vigilant sur ce qu'on met comme information. Pour rester très vigilant, et en fait il faut vraiment prendre le réflexe et se poser la question à chaque fois de dire à qui je confie mes données, quoi. Et finalement c'est un petit peu comme dans sa famille, on a ses propres enfants, est-ce que vous laisseriez vos enfants à n'importe qui aussi, donc c'est ça. En général, il faut connaître et faire confiance à la personne à qui on laisse la garde de nos enfants. Et pour les données numériques, finalement, c'est le même principe. C'est la même chose. En termes d'outils, toi, que tu peux mettre en place, est-ce que tu as un outil qui permet de superviser un peu le trafic Alors, on a parlé du pare-feu tout à l'heure, et en fait, effectivement, aujourd'hui, j'ai affirmé qu'il était clairement insuffisant pour être suffisamment protégé. Il y a des outils supplémentaires qui viennent se greffer en complément des pare-feux qui permettent d'identifier tout ce que le pare-feu laisse passer finalement. Et là-dedans, il peut y avoir beaucoup de réseaux de trafic toxique qui est clairement identifié par ces équipements-là et qui permettent d'agir sur je bloque, je laisse passer de manière beaucoup plus fine en fait. Ok. Donc ça arrive à être assez efficace et ça permet d'ailleurs d'identifier, d'envoyer des signaux pour dire tiens c'est bizarre, il y a quand même beaucoup de données qui sont échangées depuis tel poste à l'intérieur de l'entreprise. Et ça incite à se poser des questions, de savoir pourquoi et d'aller effectivement... Ouais, ça met en évidence des trafics un peu anormaux de données. Exactement. Ok. Et concernant la protection des sites internet, qu'est-ce que tu peux mettre en place ? Alors, site internet, il y a essentiellement deux types d'outils. Il y a des outils qui permettent justement d'éviter de se faire... que le site soit rendu indisponible par une surcharge réseau, donc qui bloque tout ce qui est accès malveillant, non naturel, on va dire. Et pour éviter les fuites de données, il y a aussi des process et des outils qui existent que je peux utiliser de mon côté pour permettre d'identifier les failles applicatives finalement qui sont sur vos sites web, pour venir les combler et colmater finalement tous les trous qui permettraient d'avoir des fuites de données sur votre site. Mickaël, je te remercie parce que tu expliques extrêmement bien tout cet univers-là qui peut paraître un peu obscur pour les dirigeants d'entreprise. Est-ce que tu interviens aussi en tant que, cybercoach pour sensibiliser et expliquer tout ça ? Alors oui, effectivement, ça fait partie également de mon offre. J'interviens, je propose des séances en fait d'une ou plusieurs heures pour justement accompagner mes clients à mieux expliquer, à transmettre les bons réflexes et à répondre à toutes les questions finalement que vous pouvez vous poser sur ces sujets-là qui sont multiples. Si tu avais un dernier conseil à nous donner, Mickaël, pour clôturer ce podcast. Protégez-vous, des solutions simples et pratiques existent finalement. Ok, donc maintenant que tu nous as bien expliqué, un peu fait peur, j'avoue, sur ces risques de cybersécurité, le conseil vraiment c'est de se protéger. Se protéger, et en fait il y a vraiment des solutions qui existent, il ne faut pas hésiter à s'y intéresser et à les mettre en place. Merci beaucoup Mickaël pour ton intervention. Mickaël est donc le dirigeant de CyberSereno. Vous retrouverez ses coordonnées bien entendu en commentaire du podcast. Merci beaucoup Mickaël. Merci Émilie, bonne continuation à toi. À bientôt. À bientôt.